Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des enfants médiums. Pour répéter un petit peu ce qui a été dit sur mes précédentes vidéos, la médiumnité est pour moi une chose qui est innée dans le sens où l'on est médium, où on ne le devient pas. Ainsi, la médiumnité s'inscrit de par un vécu personnel, bien entendu, mais aussi dans le cadre, dans le contexte et dans la continuité de votre parcours d'âme. Ainsi, la médiumnité ne sort pas d'un chapeau tel un lapin blanc, mais plutôt est une réponse à votre état d'esprit lors de votre incarnation aujourd'hui. Ainsi, il n'est pas rare de voir des médiumnités dites précoces, c'est-à-dire auprès des enfants, ou des jeunes enfants, ou même des adolescents. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer et avant tout, je m'adresse aux parents. Comment savoir si votre enfant est médium? L'est-il vraiment? Ou est-ce là le désir profond que vous avez de le voir médium? D'autant plus si vous-même, en tant que parent, vous êtes assez branché spiritualité et énergétique. Dans l'absolu, il existe plusieurs cas pour vous dire si oui ou non votre enfant est médium. Déjà partons du principe du don héréditaire. Si vous-même avez des aptitudes, que ce soit en lien avec l'énergétique, le spirituel, si vos proches, grands-parents, frères, sœurs, au niveau de vos parents, il y a eu déjà des phénomènes de dons qui ont été avérés. Mon père était sourcier, mon père était guérisseur, mon père était médium, ma maman faisait la divination, elle était guérisseuse, elle était médium. J'ai une tante qui est guérisseuse ou médium, un frère, une sœur qui a déjà une aptitude. Il y a de fortes chances pour que votre enfant prenne aussi cette voie-là et donc qu'il ait cette parcelle de médiumnité en lui. Dans le même temps, je le répète, faites bien attention à ne pas vous conditionner dans l'idée que votre enfant est médium alors qu'il ne l'est peut-être pas. Attention à la notion donc de transfert. J'aurais voulu être médium, je ne le suis pas, peut-être que mon enfant l'est. Ça aussi, ça peut être un sujet de discussion car malheureusement, souvent sur mon groupe Facebook ou même lors de mes conférences, j'ai des parents qui viennent me voir en me soutenant que leur enfant est médium alors qu'il ne l'est pas. Au niveau des jeunes enfants, par rapport à la médiumnité, là aussi pareil, j'ai eu de nombreuses fois des parents qui m'ont fait état des terreurs nocturnes des enfants, en se servant de cela comme étant l'une des bases pour eux de soupçonner une médiumnité chez leur enfant. Mon enfant se réveille souvent la nuit. Il m'appelle. Il dit qu'il y a des gens dans sa chambre. Là aussi, prudence, faites attention, surtout avec les jeunes enfants. Un jeune enfant peut être conditionné parce qu'il a vu à la télé, parce qu'il a entendu dire de la part de ses parents ou de son entourage. Tous ces éléments-là sont autant d'éléments en fait qui peuvent alimenter la propre imagination de l'enfant. Là aussi pareil, sans vouloir jeter le discrédit sur ce que dit un jeune enfant, faites attention qu'il ne trouve pas ça comme moyen de pression pour que vous soyez à sa disposition. Cela existe, mais toujours pareil, c'est au cas par cas que l'on peut le voir. Donc il ne faut pas faire d'un cas de généralité d'un côté comme de l'autre. Le fait qu'un enfant fasse des terreurs nocturnes existe bien. En même temps, vous pouvez très bien avoir un enfant qui a peur la nuit parce qu'effectivement, il y a des présences auprès de lui. Et ceci peut être confirmé que par le biais d'un ressenti médiumnique, c'est-à-dire de faire appel à un médium qui va vous dire effectivement si oui ou non il y a une présence dans la chambre de l'enfant, dans sa pièce de jeu, auprès de vous, dans la salle à manger, dans la salle de bain. Et en même temps, pareil, si le médium voit sur photo ou en présence de l'enfant ou chez vous qu'il n'y a rien et que l'enfant fait, on va dire, de la simulation au niveau de la médiumnité, ceci existe, ne l'oublions pas, ne le perdons pas de vue, alors il va falloir aux parents envisager cette option que l'enfant peut affabuler. Nous y reviendrons un petit peu par la suite.
L'enfant, oui, c'est vrai, peut aussi répondre à l'attente du parent. C'est-à-dire, voilà, peut-être que papa ou maman est assez branché zo, ou j'entends souvent parler de ça. Donc, du coup, moi aussi, j'aimerais bien être dans ce milieu-là ou avoir des super pouvoirs. Ça existe. J'en ai déjà vu, c'est pour ça que j'en parle. Euh, et dans un cas plus extrême, quand on a des enfants un peu plus grands ou des jeunes adolescents, attention aussi à tout ce qui est en lien avec des maladies psychotiques, comme la schizophrénie. Voilà, ceci, je tenais aussi à l'aborder parce que voilà, tout n'est pas du ressort du paranormal ou du surnaturel. Donc il faut savoir faire vraiment le tri avant de dire mon enfant est médium. Avec tout ça, si effectivement l'enfant est bien médium, comment en être sûr? Généralement, l'enfant qui est médium est visité au sens propre du terme par des entités, par des défunts. Là aussi pareil, je fais le distinguo entre entité et défunt. Le défunt égale esprit. L'entité, elle, est une pure énergie qui n'a jamais connu l'incarnation terrestre. C'est ce qu'on va appeler des êtres de lumière, des guides ou des anges pour ceux et celles qui sont axés sur la croyance auprès des anges. Donc, attention aussi à l'amalgame. Si vous avez un médium qui dit il y a tout plein d'entités auprès de votre enfant, ce n'est pas vraiment vrai. Ça peut être des défunts, donc des esprits, et pas purement des pures énergies. En même temps, si vous avez un médium qui vous dit il y a un guide spirituel auprès de votre enfant, une énergie du plan divin qui veille sur votre enfant et qui l'accompagne, effectivement, on est en présence d'une entité auprès de l'enfant. Généralement, dans les premiers temps, les premières visites que reçoit l'enfant viennent des proches, c'est-à-dire des proches défunts de la famille, que ce soit au niveau d'un grand-parent, d'un parent qui est décédé, d'un enfant qui est déjà parti. Ce sont donc généralement des défunts proches qui viennent entourer l'enfant et l'accompagner. Là aussi, j'attire votre attention sur le fait que la médiumnité, ou en tout cas la connexion d'un enfant vis-à-vis du monde astral, est réelle et concrète entre l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Tous les enfants ont cette connexion. Ce n'est pas pour autant que tous ces enfants sont médiums. La connexion de l'enfant vers le plan invisible et l'interaction du plan invisible énergétique vers l'enfant vient uniquement du fait que l'âme, l'esprit, vient de s'incarner sur terre, vient de prendre possession donc d'un corps. Donc cette connexion est tout à fait normale puisque c'est un lien qui vient juste d'arriver. L'enfant est tout nouveau, venu. Donc forcément, il garde encore cette connexion vis-à-vis du monde invisible, du monde spirituel. Petit à petit, l'enfant qui va grandir va se déconnecter de ce milieu énergétique et de ce milieu spirituel. Ceci est tout à fait normal. N'allez pas jeter la pierre à l'éducation, au rationalisme, au fait qu'on veut mettre les gens dans des moules ou en conditionnant leur éducation. Cela n'a strictement rien à voir. Je prends mon exemple personnel. Je suis médium de naissance, c'est-à-dire que depuis toute petite, je vois des défunts au pied de mon lit, je vois des entités. Pour autant, j'ai évolué dans un milieu où cela n'existait pas, puisque je n'ai pas pu en parler à mes parents, sous conseil de mon guide spirituel dès mon plus jeune âge, puisque j'avais 7-8 ans. Et donc, ainsi, cet état en fait de médiumnité qui est caché existe aussi concrètement. Mais l'enfant n'est pas alors conditionné par ce qui l'entoure, puisqu'il a l'incapacité d'en parler au niveau de ses proches, au niveau de ses parents. Et donc, moi, j'ai reçu une éducation, comme tout à chacun, avec le milieu scolaire, avec, pour ma part, une éducation religieuse dans des écoles privées, et ainsi de suite. Donc, tout ce poids de conditionnement, entre guillemets, et d'éducation ne pèse en rien sur la médiumnité d'un enfant. Au pire des cas, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va refouler par peur du jugement, par peur de ne pas être entendu, compris, par peur peut-être de perdre un peu la boule, ce qui a été aussi mon cas.
Donc de se dire, voilà, cela n'existe pas, on m'a expliqué que ça n'existait pas, mais moi je sais que ça existe, mais je ne vais pas en parler pour ne pas déranger. Donc là aussi, il y a une nuance à avoir. Donc souvent, les enfants médiums vont refouler leur aptitude par peur de l'ironie, de la moquerie, du jugement des autres. Donc ils vont refouler ça et vont se conformer, bien entendu, à une éducation parentale, à une éducation scolaire. Mais en même temps, ils ont l'intime conviction que ce qu'ils vivent est concret et réel. Donc vraiment, l'enfant qui naît médium l'est et peut après mettre ça un petit peu aux oubliettes. C'est ce que j'emploie comme expression, c'est souvent mettre un petit peu la poussière sous le tapis, mais ça n'empêche que la poussière est toujours là. Donc l'enfant est médium, point barre. Euh, au niveau de de la crainte du jeune enfant de ne pas pouvoir en parler, on va avoir un état d'isolement, c'est-à-dire que petit à petit, l'enfant s'exclut un peu des relations auprès des autres camarades de jeu, de l'école et ainsi de suite, même au niveau du collège. Il y a ce besoin d'être un petit peu à part des autres. Là aussi, ceci s'explique parce que les médiums ont une empathie qui est particulièrement exacerbée. À nouveau, je le répète, l'empathie n'est pas en soi un don surnaturel. L'empathie est même étudiée dans la psychanalyse, dans la psychologie. L'empathie est un état émotionnel qui est un mode de communication entre les individus. C'est un langage qui n'est pas corporel, c'est un langage qui n'est pas oral, c'est un langage qui passe plutôt par des ressentis émotionnels. Ceci étant dit, au niveau des enfants médiums, leur empathie est à la puissance 1000, du fait même de leur propre médiumnité, puisqu'ils ont même une approche extrasensorielle des émotions des autres, de leur environnement. J'en reviens au niveau des visites de la part des défunts. Bien entendu, tout enfant qui est médium, généralement va se planquer sous sa couette. Ça a été mon cas. Étant plus jeune, jusqu'à l'âge de 7, 8, ouais, on va dire même jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais du genre à trouer le drap, à trouer le drap tout simplement pour pouvoir voir si les personnes qui étaient là tout autour de mon lit et dans ma chambre finissaient par partir ou pas. Donc la peur accompagne l'enfant médium. C'est tout à fait quelque chose de naturel et de compréhensible. L'enfant médium doit ainsi donc arriver à s'approprier ce qu'il perçoit, ce qu'il voit. Si d'un côté il n'a pas la capacité de comprendre, de pouvoir exprimer facilement auprès de sa famille, auprès de ses parents, ce qu'il voit ou ce qu'il entend, il va aller chercher par ses propres moyens d'autres modes d'information. Ça peut être par le biais d'une bibliothèque, des ouvrages ésotériques, spirituels, par le biais d'Internet, qui a aussi sa part de responsabilité en véhiculant souvent des légendes urbaines, effrayantes, terrifiantes. Donc là aussi, pareil, il va falloir faire preuve de beaucoup de discernement par rapport à ce que l'on peut trouver sur Internet. Généralement, l'enfant médium est, équipé. C'est-à-dire qu'il a en lui déjà toutes les données possibles imaginables pour pouvoir aborder ce qui est en présence. C'est une mémoire d'âme qui lui appartient, un petit peu comme une caisse à outils qui lui permet d'analyser les présences. D'instinct, l'enfant médium saura si ce qui est proche de lui veut du bien, lui veut du mal, est totalement indifférent. D'instinct, l'enfant médium sait si c'est l'énergie d'un défunt ou si c'est l'énergie d'une entité. Mais voilà, comme on est humain, forcément, l'enfant médium aura parfois des doutes. Il va se poser des questions, mais intuitivement, il a une capacité d'adaptation face à ce qui est en face, qui est de l'ordre de l'inné, ni plus ni moins. Bien entendu, le fait d'avoir des craintes est souvent lié à l'ignorance. C'est-à-dire que l'enfant médium, petit à petit, va être éduqué par l'astral. D'autant plus s'il n'a pas pour soutien des parents qui sont déjà liés à la spiritualité. Donc, l'ignorance génère la peur. Le fait d'être instruit par des guides ou par des défunts va rassurer l'enfant médium qui va trouver ses repères de manière tout à fait intuitive.
L'enfant médium suit son intuition, il s'écoute. C'est une chose que l'on perd petit à petit en grandissant malheureusement. Au niveau des premiers contacts, le fait pour un enfant médium d'arriver à cerner ce qui est en présence, c'est aussi le fait de s'affirmer face à cette présence. C'est-à-dire qu'il va décoder l'environnement dans lequel il évolue, qu'il va décoder la présence qui vient à lui. Est-il nécessaire de protéger les enfants qui sont médiums d'autant plus? Alors là, pareil, moi je suis sur un avis partagé. Je dirais qu'en fait, au niveau de la protection, elle n'est pas inutile, toujours pareil. Vous pouvez très bien mettre en place un effet placebo pour l'enfant. Ou alors mettre des techniques de rituel, de protection, de la lithothérapie, des prières, lui apprendre peut-être même à prier. Tout cela est utile, nécessairement. Mais en même temps, si vous y regardez bien, si vous expliquez à un enfant médium, donc tout jeune, qu'il a besoin de protection, la première chose à laquelle il va penser, c'est que je cours un danger. Je suis en danger. Il y a un risque avec ce monde-là. On peut me faire du mal. On peut m'atteindre. Je suis une cible potentielle. Pourtant, dans les faits, je peux vous assurer que les enfants médiums reçoivent une protection qui est totale. On peut les solliciter de manière un peu plus dense, un peu plus dure, un peu plus oppressante. Ceci fait partie intégrante de leur formation. J'en parle en connaissance de cause. J'appelais cela, étant jeune, des duels en astral, c'est-à-dire soit par le biais de cauchemars, où on était en présence d'entités néfastes ou de défunts violents. On peut être mis aussi dans une situation éprouvante. Hop là. On peut être mis aussi dans une situation éprouvante par le fait même d'être testé par l'au-delà, c'est-à-dire soit des entités. Donc là, vraiment, on part sur le côté un peu plus sombre qui essaie de freiner l'évolution du médium. C'est souvent le cas avec les personnes qui ont une médiumnité qui a commencé précocement. Elles font souvent état d'un état de frayeur, de crainte, vis-à-vis d'ombres qui leur sont apparues. Et du coup, en fait, cet état de frayeur va générer nécessairement un arrêt total au niveau de l'acquisition de leurs aptitudes. Ils n'ont pas envie de progresser puisqu'ils ont eu peur, étant jeunes. Ils ont préféré tout verrouiller et bloquer les choses. En même temps, même vis-à-vis des défunts, si vous voyez un défunt en ayant 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, forcément, ce sont des choses qui impactent sur l'émotionnel, qui peuvent être même traumatisantes. Si c'est un défunt agréable, doux, un proche de la famille qui vient vous voir, vous allez accueillir votre médiumnité avec beaucoup plus d'aisance que quelqu'un qui est sollicité par des défunts qui sont un peu, entre guillemets, des âmes en peine, qui peuvent être hostiles, qui peuvent être pas très jolis à regarder. Moi, étant jeune, j'appelais ça les vilains pas beaux. Donc, vous voyez, on peut avoir du glauque au niveau de la médiumnité dès tout petit. Mais en même temps, c'est une nécessité. De l'autre côté, on peut se poser la question, mais que font les guides alors dans ces cas-là? Protègent-ils les enfants? Oui, bien entendu, ils protègent les enfants. Mais comme je l'expliquais tout à l'heure, comme la médiumnité est une affaire d'apprentissage et d'expérience, on ne peut pas préserver totalement l'enfant. Il faut qu'il soit exposé à tout pour être conscient de sa particularité et pour pouvoir justement se l'approprier pleinement, pour pouvoir ensuite en faire quelque chose d'utile ou au moins de maîtriser pour lui-même. Très jeunes, au niveau de la médiumnité, les enfants médiums ont surtout un don prophétique, c'est-à-dire qu'ils font énormément de rêves prémonitoires. Après, petit à petit, ça peut s'estomper dans le temps. Moi, étant jeune, je faisais énormément de rêves prémonitoires. Et quand je dis énormément de rêves prémonitoires, j'ajouterais même des rêves prémonitoires qui se sont concrétisés 10 ans plus tard. Par exemple, je prends simplement l'exemple du fait d'avoir vu arriver mon mari, au sens strict du terme. J'avais rêvé de lui, j'étais adolescente.
J'avais même dessiné le tatouage qu'il portait. 10 ans plus tard, je le rencontre. Je sais que c'est lui. Je vois le tatouage. Je lui en parle. Lui ne me croit pas, en toute logique. Quand je lui présente le dessin, avec la date et tout marqué par ma maman, qui aimait bien marquer les jours où je faisais des dessins, comme le font toutes les mamans, hein, la nécessité de garder un petit peu les œuvres d'art des gamins. Moi, je dessinais particulièrement bien quand j'étais adolescente. Donc voilà, elle avait gardé celui-là et moi aussi j'ai tenu à le garder, puisque je l'avais rêvé. Et la date faisant foi, entre guillemets, il y avait bien un écart de 10 ans entre le tatouage et le dessin qui avait été fait. Donc voilà, ça fait partie d'un phénomène quand même de prémonition qui est assez dense, on va dire. En même temps, les rêves prémonitoires chez les jeunes enfants, c'est quelque chose qui peut toucher à tout. Ça peut avoir lieu avec leur scolarité, ça peut avoir lieu avec un camarade de classe, ça peut avoir lieu avec un accident, ça peut avoir lieu même avec le décès d'un proche. Ça peut toucher tous les domaines, des plus anecdotiques aux plus graves. Mais le don de prophétie, le don de précognition, surtout par le biais du rêve prémonitoire, touche, allez, 80% des médiums lors de leur enfance. Et après, petit à petit, ça s'estompe. Et parfois, ça revient, de manière un peu plus cyclique. Également, l'enfant médium peut acquérir un mécanisme d'adaptation par rapport au phénomène, par rapport aux rencontres qu'il a. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, généralement, il doit être en mesure de prendre sur lui-même, de ne pas s'arrêter à la première image que renvoie un défunt. Être aussi capable de mettre ses conditions, c'est-à-dire fixer des limites, que les approches ne soient pas trop intrusives. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet sur le film ô combien célèbre et connu, Sixième Sens. La seule erreur dans le film Sixième Sens, ouais, parce que j'ai un esprit un peu critique par rapport à ça, c'est quand l'enfant dit à un moment donné « je vois des morts », ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils ne se voient pas entre eux. Ceci est totalement faux. Tous les défunts, sans exception, quelle que soit la cause du décès, savent qu'ils sont morts. Par contre, je le répéterai toujours, et je l'affirmerai toujours, ils peuvent être dans ce qu'on appelle une situation de déni, c'est-à-dire qu'ils refusent leur état d'esprit au sens propre du terme, c'est-à-dire être décédés. Mais ils le savent, ils sont décédés. Ils le savent pleinement, et ceci quelle que soit la condition de leur décès. De même, les défunts se voient les uns les autres. Ce sont des plans énergétiques, c'est un petit peu comme si vous me disiez « je suis dans une salle de ciné et je ne vois pas les autres gens qui sont avec moi dans la salle de ciné ». C'est tout à fait incohérent. Vous pouvez voir qu'il y a du monde. Après que vous prêtiez attention ou pas aux personnes qui vous entourent, dans cette salle de cinéma, ça ne tient qu'à vous. Mais vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a du monde à côté de vous, qu'il y a un homme, une femme, un enfant. Dans l'au-delà, c'est pareil. Un défunt voit les autres défunts. Qu'il y prête attention ou pas, peu importe. Mais il sait qu'il est entouré d'autres personnes. Il peut s'isoler volontairement, c'est-à-dire ne pas chercher le contact avec d'autres défunts. Mais chacun se voit. Ainsi, lorsque vous avez un jeune enfant qui voit un défunt, il peut y en avoir d'autres à côté de lui. Ça, c'est le phénomène, on va dire, par excellence au niveau des enfants médiums. C'est que souvent, un enfant médium va vous dire « parfois, je vois qu'un défunt qui est là. Et parfois, j'en vois plusieurs qui sont là. Et ils me regardent. » La curiosité des défunts de la part des esprits vis-à-vis des enfants médiums est d'autant plus normale que l'enfant médium, de par sa pureté, dans le fait qu'en fait, il vient juste d'être incarné, est quand même quelque chose d'attractif pour un défunt. Donc forcément, dès qu'il y a un médium dans les parages, déjà le défunt va y aller, mais si en plus il est sur une âme nouvellement incarnée, qui est très pure, qui vient juste d'arriver, son attention va aller direct auprès de l'enfant. Le défunt a totalement conscience qu'il s'agit d'un enfant. Donc il va se mettre au niveau de compréhension de l'enfant.
Et après, le défunt peut soit insister auprès de l'enfant, c'est-à-dire l'harceler littéralement. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Je sais que tu me vois. J'ai besoin de dire quelque chose. Est-ce que toi tu peux m'aider? Et au bout d'un moment, le défunt va calculer qu'en fait, il a affaire qu'à un enfant. Que malgré toute l'énergie qu'il possède, cet enfant n'est pas en mesure de lui apporter l'aide demandée, l'attention demandée. Du coup, le défunt va passer à autre chose. C'est ce qu'on appelle les passants. Les défunts qui sont le plus présents au niveau des défunts, au niveau des enfants, ça va être les proches défunts. Le grand-père, la grand-mère, quelqu'un de la famille qui est parti. Là, on n'est pas sur un cas de hantise. On est sur le cas d'une personne qui est proche de la famille, qui sait qu'il est vu par l'enfant et qui a besoin de rester auprès de l'enfant un certain temps pour pouvoir dialoguer avec lui et échanger avec lui. Alors, voyons voir. L'enfant qui est médium encaisse énormément. Du fait déjà de l'isolement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui, c'est quelque chose d'anormal, quelque chose qui est peut-être sujet à raillerie, dans le sens où après on peut le prendre pour un fou. Donc ce poids émotionnel est très lourd. Si l'enfant a cette facilité à pouvoir en parler auprès de ses enfants, auprès de ses parents, pardon, j'invite vraiment les parents à tenir un journal, surtout si l'enfant est assez jeune. Si l'enfant est ado, il peut lui-même tenir un journal de bord par rapport à ses propres expériences, noter ses rêves, noter ses rencontres, noter les ressentis qu'il a eus. D'un côté, cela va lui permettre de décharger sur le plan émotionnel tout ce qu'il a encaissé, puisqu'il va pouvoir le partager, et en même temps, il peut voir comme une sorte de continuité par rapport à l'apprentissage que lui donne l'au-delà, petit à petit, de manière progressive, instructive, graduelle aussi. Moi, pour ma part, je tenais des cahiers étant jeune. Alors, ils doivent toujours être chez ma maman, en haut du grenier. Alors, moi, ce qu'elle les ait jetés, j'en sais rien. Mais je tenais des cahiers étant jeune. J'avais toujours les cahiers Clairefontaine, pour ne pas les citer. Et je sais que je les remplissais par rapport à ce que j'entendais, ce qu'on me disait, qui je voyais, et ainsi de suite. C'est donc quelque chose d'utile, dans tous les cas. Parce qu'après, à un moment donné ou à un autre, on peut s'y référer et voir un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'en ai rêvé, pourquoi ce rêve-là s'est réalisé, et ainsi de suite. Donc ce n'est jamais perdu, c'est toujours utile. En même temps, cette charge émotionnelle peut fragiliser l'enfant sur le plan de la santé. C'est-à-dire que comme l'enfant a du temps, met du temps en tout cas, à mettre ses barrières de sécurité, dans le sens où il arrive à poser ses limites par rapport à l'interaction que peuvent avoir les défunts avec lui, le temps qu'il s'adapte, qu'il se mette vraiment dans une confiance en lui-même pour pouvoir s'imposer sur un plan de volonté et d'énergie par rapport au monde subtil, au monde spirituel et au monde énergétique, et bien ce temps d'adaptation, ce temps